Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la problématique de l'eau. Et pour en parler, quelqu'un, Guito Nariana, qu'elle bosse bien sur tout plateau. Bonjour. Bonjour. Bonjour Anne-Constance Ongana. Bonjour Léonard Rottier. Avec vous justement, on va faire ce temps de parole. Alors, Monsieur Nariana, vous êtes un chef d'entreprise reconnu à Mayotte. Vous avez beaucoup d'activités et dans vos activités, vous manipulez beaucoup d'eau pour faire reconduire vos chantiers. Vous avez des propositions à faire justement pour économiser l'eau du robinet. D'abord, merci de me recevoir et me donner l'occasion de m'exprimer sur le sujet en tant que chef d'entreprise. Cette calamité qui nous touche tous les ans de façon récurrente, cette problématique d'eau qui n'a pas trouvé de solution, mérite à un moment que la population s'exprime et donne son avis. Et c'est dans ces conditions que je suis là ce matin pour essayer de faire avancer le schmilblick. Une société comme nous consomme des milliers et des milliers de mètres cubes d'eau par an. Alors expliquez-nous pourquoi déjà, parce que pour le commun des mortels, on ne sait pas forcément en fait. Alors nous fabriquons à peu près 50 000 mètres cubes de béton. Dans un mètre cube de béton, il y a à peu près 300 litres d'eau. 3 fois 5, 15, ça fait déjà près de 150 000 mètres cubes d'eau. Nous faisons des chantiers. La semaine dernière, en pleine sécheresse, on a mis sur un chantier 2 fois 22 000 litres d'eau, 44 000. Ça fait 44 mètres cubes d'eau sur une journée sur un chantier. Pourquoi justement? Vous m'avez expliqué hier. Ouais. Alors, c'est dans les travaux de terrassement, nous réalisons une piste. Et donc, techniquement, on donne un coup de bulle, on prépare la piste. Après, on met des remblais techniques. Il faut arroser, il faut le compacter pour qu'il prenne ce qu'on appelle le proctor, pour qu'il y ait une résistance au sol et qu'il s'accroche. Après, il y a une deuxième couche qui vient dessus, c'est un 0,80. Donc, c'est un granulat qui fait de 0 à 80 mm. On pose dessus avec une niveleuse en métal et là, on remet une couche d'eau. Après, on finit avec un 0,315. Donc, on l'a fait sur 600 mètres. Donc, vous voyez, à chaque fois, il faut arroser parce qu'un caillou, quand il est trop sec, il ne prend pas le proctor, il ne prend pas le compactage. Donc, pour qu'il compacte et que les fines soient agglomérées, il faut le compacter. Avec donc, de l'eau. on passe des engins et naturellement, il nous faut de l'eau. Donc, vous avez publié dans le journal d'aujourd'hui une machine qu'on se sait à nous. C'est un tracteur agricole avec une bouille qui fait 22 mètres cubes. Et la semaine dernière, on en a mis 2. Et depuis X temps, j'ai commencé à faire ce travail parce que tous nos toits aujourd'hui, on récupère de l'eau. Un en particulier qui est emblématique, on récupère 1200 mètres cubes d'eau. Donc c'est un toit de 3000 mètres carrés. Donc il y a des chéneaux de chaque côté avec des nourrices qui arrivent sur un tube mer qui verse tantôt dans le bassin. Et si c'est pollué parce qu'il n'a pas plu pendant 5-6 mois et qu'il y a de la poussière et que l'eau est sale, donc techniquement, nous avons un système de vannes. On peut laisser pendant un quart d'heure, 10 minutes, envoyer toute l'eau sale vers la nature parce que c'est de la poussière, ça revient, il reprend ses droits. Et dès que l'eau est claire, on envoie dans notre bassin. Et dans ce bassin, nous avons une pompe de relevage et ce genre de machine que vous affichez en ce moment, il recule dessous, il prend 22 mètres cubes par transfert, mais après il peut prendre beaucoup plus, c'est le nombre de rotations qu'il va faire et là il va pouvoir arroser les chantiers. De la même manière, on a aussi des camions. Hein. Bon, j'ai présenté ça parce qu'il est beau et ça peut faire plaisir, surtout aux enfants. En tout cas, mes petits-enfants, quand ils voient ça, ils gigotent dans tous les sens parce que c'est magnifique. Alors, vous avez donc fait des travaux, des investissements, des aménagements chez IBS pour pouvoir effectivement récupérer l'eau de pluie via vos toits. Mais est-ce que toutes les entreprises de BTP de Mayotte ont fait ce travail-là? Est-ce que c'est obligatoire dans votre métier de récupérer de l'eau? Non, c'est philosophique. Vous savez, j'ai un peu d'heures au compteur et je commence à comprendre depuis 30 ans à Mayotte. Je ne laisse pas les gens autour de moi de se répéter tous les ans problème d'eau, problème d'eau, problème d'eau. Donc tous les jours que Dieu fait, j'essaye d'améliorer le quotidien de mes troupes en leur disant ben, attention, faites pas ci, faites pas ça, faites pas ci, faites pas ça. Et c'est mon travail, je suis payé pour le faire. De la même manière, quand nous produisons nos bétons, il y a beaucoup d'eau perdue parce que les camions, avant qu'ils partent sur la route, des fois il y a des jets de béton qui salissent le camion ou le camion retourne avec du béton, il faut laver et quand il vide, il y a tout de suite 2-3 mètres cubes d'eau
par camion. Alors vous imaginez, un camion c'est 6 mètres cubes de béton. Quand on fait 200 mètres cubes de béton par jour, la quantité d'eau qu'on vide dans les bassins de décantation. Et ça, vous récupérez aussi cette eau-là? Complètement, complètement. C'est une obligation réglementaire au sens de l'environnement, c'est une obligation réglementaire. Mais nous, on traite l'eau, non seulement qu'on le traite, on le remet en circuit. Donc je vous avais envoyé donc hier les photos. Ce premier jet d'eau qui est chargé de particules de béton est décanté parce que ces granulats-là, on va les retraiter. On va les repasser dans l'installation. C'est déjà retraiter ces bétons parce qu'il est désintégré par la quantité d'eau. Le béton ne coagule pas parce que les fines partent d'un côté, le sable et le gravier est retraité. Donc on a récupéré cette partie d'agrégat. De la même manière pour les blocs. Souvent on a des blocs cassés quand on fait des essais béton, etc. On les récupère et on les recycle et ils repartent correctement aux normes dans nos quantités de granulats qu'on vend. Cette eau passe dans un premier bassin, dans un deuxième bassin et dans le troisième bassin, l'eau est claire. Parce qu'au passage, on met des flocculants qui coagulent les parties fines en suspension et l'eau claire arrive et là on a une pompe de relevage et le centralise mais tout en automatique. Quand il appuie haut, soit le bassin est plein, c'est la pompe qui décolle et qui remplit le malaxeur de béton. Et s'il n'y a pas assez d'eau, il y a une sonde qu'on appelle une sonde de manque d'eau qui renvoie sur les besoins qu'on fait habituellement par le biais d'un forage que nous avons. Donc nous avons fait un forage depuis 1996. Date de notre arrivée à Mayotte, on a lancé un forage. Donc on avait fait les autorisations, les demandes et tout. Bien sûr. Et aujourd'hui, on travaille avec l'eau de forage pour l'industrie. Ce n'est pas de l'eau potable. Donc vous récupérez l'eau, vous la recyclez, vous l'utilisez dans vos chantiers. Vos concurrents, est-ce qu'ils font ça? Et est-ce que c'est une obligation réglementaire à Mayotte de ne pas utiliser d'eau potable quand on fait des chantiers du BTP? Alors, je n'ai pas la chance de savoir ce que font mes concurrents, ça serait trop beau. Mais je pense que d'un point de vue citoyen, s'ils ne le font pas, il faudrait qu'ils le fassent. Ça économise énormément d'eau. En tout cas, nous, c'est une religion chez nous de veiller à la consommation d'eau. Donc moi, l'arrosage, par exemple, les allées devant mon bureau, c'est un arrosage automatique. Il y a des heures programmées la nuit, on économise l'électricité et on met très peu d'eau et c'est comme ça que c'est vert tout le temps, mais on n'a pas besoin de le mettre à granger. Alors que les gens aujourd'hui, ils arrosent dans tous les sens, ils mettent des volumes pas possibles et le lendemain, il n'y a plus rien. Donc nous, historiquement, on a toujours pris la précaution d'économiser de l'eau parce que l'eau, c'est la vie. Alors justement, 30 000 mètres cubes d'eau par jour peuvent être potabilisés par 30 000 litres. Oui, par la SMAE, d'accord, qui sont utilisés, on en utilise 35 000, donc forcément on voit bien qu'il y a un problème. Dans ce volume d'eau qui est potabilisé par la SMAE, il y a une partie qui part pour les chantiers, puisque je suppose que vous n'en avez pas assez. C'est pas un peu choquant, quelque part, qu'on nous prive d'eau du robinet et que d'une autre manière, on utilise de l'eau dans les activités industrielles? Ben écoutez, pour moi, l'eau de la SMAE, c'est de l'eau sale, hein, excusez-moi, du peu. Aujourd'hui, il y a du manganèse. À l'époque, il y avait des excréments. Vous vous souvenez, il y avait un épisode où il y avait des excréments qui flottaient dans le bassin. Donc, moi, je pense que c'est un danger. Aujourd'hui, la plupart des foyers relativement aisés boivent de l'eau des bouteilles, l'eau d'importation. Et malheureusement, pour ceux qui n'ont pas les moyens, ils sont obligés de boire cette eau. Alors, j'ai entendu la patronne de la SMAE qui disait qu'elle-même, elle boit l'eau du robinet. Bon, j'ai des doutes, hein, ça c'est mon problème, j'ai des doutes. Et quand il dit que ses enfants boivent aussi l'eau du robinet, je suppose que, vu son âge, quand j'ai vu à la télé, qu'elle n'a pas des nourrissons chez elle. Mais pour les nourrissons, c'est très dangereux, le manganèse. Donc, il n'y a qu'à Mayotte qu'on voit ça. Vous savez, pour beaucoup moins que ça, j'ai ici un jugement d'un tribunal de Mayotte où l'assise a été condamnée. C'est le tribunal de la Réunion. Oui, c'est le tribunal de la Réunion où l'assise a été condamnée pour la qualité de l'eau, parce qu'il y avait de la boue dedans. On ne parle pas de manganèse, il y avait de la terre, c'est-à-dire c'est une ressource naturelle de la terre, donc il y avait de la terre dedans, l'eau était un petit peu boueuse, donc cette personne était indemnisée. Ici, il y a du manganèse, il y a des excréments, l'eau est sale, il y a une DSP avec un cahier des charges. Naturellement, il y a une obligation de résultat. Il ne faut pas découvrir un matin, il y a du manganèse et puis on est impuissant, on ne sait pas quoi faire. Parce que les gens, il faut qu'ils boivent de l'eau tous les jours. L'eau, c'est la vie. Vous ne pouvez pas indéfiniment chanter la DSP. Quand ça vous arrange pour toucher 2 millions de résultats nets par an, ça c'est très bien. Mais quand il s'agit de faire le job, c'est moins bien et on laisse les gens à leurs occupations. Ça frise la criminalité, ce genre de choses. J'ai vu que le PNF s'intéresse. Moi, j'ai une grande confiance à la justice. J'espère qu'ils auront
iront jusqu'au bout, parce qu'on parle de corruption aujourd'hui. Et je dis toujours, quand il y a de la corruption, il y a un corrupteur quelque part. Et puis, il ne faut pas tirer sur l'ambulance, il ne faut pas tirer toujours sur les mêmes. Il faut aller chercher un petit peu au-delà des frontières, peut-être, les gens qui permettent ce genre d'exercice à Mayotte, que les Mahorais payent désormais à un prix très très fort. Vous savez qu'on est en plein Covid. Le coût des masques, le coût des gels, le coût de la protection, barrière sanitaire, tout ça a un coût pour l'entreprise, qui n'est pas tenu compte dans les appels d'offres. Donc aujourd'hui, on paye de notre poche. Cette problématique de l'eau, pour une société comme nous, je le ressens et c'est lourd. Vous voyez le genre d'investissement qu'on fait pour pallier au problème de l'eau sur les chantiers. Nous, on est dans les carrières. Vous savez, nous avons à peu près 3 km de pistes. À un certain moment, en période de sécheresse, on ne peut plus rouler. Il y a tellement de poussière. C'est pas bon pour la santé, la poussière. C'est pas bon pour nos véhicules parce que les filtres sont colmatés. Après, ces poussières, ils passent dans l'huile du moteur. Il faut vidanger beaucoup plus vite. L'huile est polluée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On arrose les pistes. Eh bien, tout ce que je fais comme arrosage de pistes dans l'année, c'est avec nos machines et avec de l'eau récupérée. Voilà à quoi c'est l'eau récupérée. Alors, comment on pourrait, Monsieur Narianin, parce que vous avez des idées, on en a beaucoup parlé, comment on pourrait aujourd'hui diversifier les provenances de l'eau et faire qu'on ne soit pas toujours obligé d'utiliser l'eau du robinet, puisque effectivement, on n'en a pas assez et ça ne va pas aller en s'améliorant dans les prochaines années. Comment on peut diversifier les ressources? Alors, moi, j'ai entendu un préfet que j'aime beaucoup, M. Colombet, qui est parti, et je ne suis pas mécontent de cela d'ailleurs, et il disait que j'ai 1,2 milliard, les fonds européens, il n'y a pas de dossier, on ne trouve pas les investisseurs. C'est très bien, mais je dis tout simplement, à un moment, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Une entreprise qui fait un bâtiment industriel de 1000 mètres carrés, par exemple, on peut fixer les surfaces à 200 mètres carrés. C'est déjà très intéressant de récupérer de l'eau sur un toit de 200 mètres carrés. Mais imposer qu'il y ait un bassin de récupération et que cette eau soit servie pour l'arrosage, pour le lavage de voitures, pour tout ce qui est domestique, sans pour autant être une eau potable. Tout simplement, il suffit qu'au permis de construire, on dit, écoutez, voilà, vous avez dépassé 200 mètres carrés, on vous impose le bassin, par contre, on peut vous aider. C'est de l'économie d'énergie. Comment on aide les cellules photovoltaïques? Pourquoi on n'aiderait pas la création des bassins, des petites pompes de relevage avec niveau haut, niveau bas? Quand il n'y a plus d'eau, ça bascule automatiquement sur la ville. Et quand il y a de l'eau, eh ben ça c'est un circuit à part qu'on met pour faire le jardin, pour laver la voiture, mais pas pour la maison. Pour la maison, on peut avoir 2 circuits, circuit d'eau potable et circuit d'eau pour les chiottes, pour la vaisselle, et ça, on peut se servir de cette eau-là. Donc voilà une idée que j'ai rien inventé au travers de ça, j'ai aucun mérite là-dessus. Je dis tout simplement, c'est la volonté de l'administration. J'ai entendu le nouveau président du SIAM dire que de toute façon, ce problème ira en s'accentuant. Vous l'avez écrit, madame. Donc, respect à tout ce qui était dit, parce que a priori, personne ne lit, personne ne prend en compte. On attend juste le jour de la catastrophe pour dire, mon Dieu, on n'a plus d'eau. Non, c'est maintenant, c'est tout de suite. D'ailleurs, on a pris beaucoup de retard, qu'il faut mettre tous ces dispositifs en place, de récupération d'eau sur les toits, de financer les entreprises pour les transports d'eau, parce qu'il y a des cuves de 1000 litres, ça coûte quand même un peu d'argent, pour les motiver, pour leur dire, bah, écoutez, prenez l'eau de récupération de votre toit pour aller sur votre chantier, puisque vous y allez tous les matins. Donc quand vous y allez, vous n'oubliez pas, vous prenez 1000 litres d'eau. Ils ont une 4x4, ils ont une camionnette. Voilà un peu le dispositif qu'on peut mettre en place au sein de l'entreprise, parce que les gens parlent de l'eau potable, mais ça coûte une fortune, l'eau dans les entreprises, pour les chantiers. Donc voilà un peu les propositions qu'on peut formuler. Et pour les gens qui sont en manque d'idées, je suis à leur disposition pour leur donner des bonnes idées pour faire avancer un peu les choses. On va parler de la DSP qui relie en fait la SMAE et les filiales du groupe Vinci, parce que vous vous interrogiez sur un certain nombre de choses. Oui, moi franchement de ce côté-là je suis scandalisé parce que je me positionne en tant que consommateur. D'abord c'est le plus cher d'Europe. Il faut savoir que le prix moyen ici à Mayotte est de 3,60 € le mètre cube, quand à La Réunion on annonce 1,15 € du mètre cube. Et le prix moyen en métropole est de 1,50 €. Donc c'est 2,5 fois plus cher pour une qualité d'eau qui est complètement dégueulasse. Aujourd'hui, cette DSP, comme dans tous les DSP en matière hygiène, il y a ce qu'on appelle une obligation de résultat. Et la SMAE considère qu'elle n'a pas d'obligation de résultat, elle peut fournir n'importe quoi dans les tuyaux pourvu que ça passe,
et qu'à la sortie, les Mahorais peuvent boire ça. Ça, je pense que c'est scandaleux. Concernant l'usine de dessalement, on a fabriqué une usine pour produire 5000 m3 d'eau par jour. Et rendre autonome la petite terre. Rendre autonome la petite terre, mais plus que ça. Il devait renvoyer 2000 m3 sur grande terre. Aujourd'hui, on consomme 400 kW de puissance pour envoyer l'eau de grande terre sur petite terre. L'eau qu'on en a pas assez déjà pour grande terre. Et l'usine ne fonctionne pas. Je dis au service de l'État, je demande à la juridiction compétente, je demande aux élus de s'en inquiéter sérieusement. C'est particulièrement malhonnête d'assister à ce drame humain et que personne ne réagisse. Aujourd'hui, on est capable de donner du manganèse, on est capable de donner des excréments et personne ne dit rien. Donc ces gens qui sont appelés à gouverner, qui sont appelés, ils ne savent pas c'est quoi la misère. Vous savez, madame, moi, j'ai 350 emplois permanents, j'ai une trentaine de contrats, c'est des contractuels, et j'ai une cinquantaine de sous-traitants. Par jour, nous faisons manger 2000-2500 bouches. Et quand je vois des femmes qui disent, moi je suis la troisième, la quatrième femme de votre employé, là, monsieur Intel, et ça fait 3 mois qu'il n'est pas venu à la maison, j'ai besoin de 20 € pour acheter de lait. Je n'ai pas de budget pour ça. Et c'est M. Narayanin qui paye de sa poche, parce que autrement c'est un abus de bien social. Je n'ai pas de ligne informatique et je donne de l'argent dans la main pour qu'on achète de lait. Donc voilà aujourd'hui Mayotte française, Mayotte département, voilà la souffrance de la population. Vous voyez ce qui se passe en Guadeloupe. Vous savez, je suis le premier à récuser ce qui se passe en Guadeloupe. Ce n'est pas une solution. Barrer la route, casser, piller, ça n'a jamais été une solution. Mais je crains qu'on est en train de pousser les gens vers ce genre de bêtises. Et là, on va voir les Tortues Ninja, on va voir les gendarmes, on va voir tout le monde taper sur tout le monde. Et ça va être encore un drame pour Mayotte. Et c'est une très mauvaise réputation. Vous n'êtes pas sans savoir que nous, les entrepreneurs, nous avons une grosse difficulté de recrutement. Personne ne veut venir à Mayotte à cause des enfants à l'école qui craignent, à cause des épouses qui se font agresser, à cause des mecs qui se font caillasser. Il y a un mois de ça, quand il y avait les événements de Congo, nous avons 2 véhicules tout neufs, 2 voitures, 2 cadres de la société complètement défoncés. Des voitures caillassées. Mais jusqu'à où on va aller? L'usine de dessalement, c'est un scandale. Mais je suis encore plus scandalisé par la présence de M. Yanis Swahili, avocat de formation, dans le conseil d'administration du SIAM. Parce que c'est lui qui est le donneur d'ordre. Et en même temps, il est l'avocat de Vinci. L'un des avocats. Il est l'un des avocats, parce que bon, c'est une multinationale qui pèse 43 milliards. Des avocats, ils en embauchent tous les jours et ils en sortent tous les jours. Yanis Swahili est l'avocat de Vinci. Et il prend bien la précaution de dire, nous on est propre, on est net, on est transparent, mais je vous préviens que la SMAE n'a rien à se reprocher. Monsieur, ce que vous dites est un gros mensonge et c'est particulièrement malhonnête de sa part, et plus malhonnête encore, c'est les gens qui ont accepté, qui sont autour de cette table. Monsieur Yanis Swahili, je le dis, et je veux qu'il m'attaque en diffamation, qu'on aille devant un tribunal, ça va m'éviter de prendre un avocat contre lui, je veux qu'il m'attaque parce que j'ai dit ça. Qu'est-ce qu'il fait dans le conseil d'administration du SIAM? J'ai écrit le maire de Sada, j'ai dit, monsieur le maire, vous n'aviez pas le droit, parce qu'il est juge et parti, il est en conflit d'intérêts, vous ne pouvez pas envoyer un avocat de formation. L'avocat, vous êtes le principal donneur d'ordre, vous avez accès à tous les dossiers, les prix, les conditions, ce qu'on paye, ce qu'on ne paye pas. Et derrière tout cela dans cette DSP, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est le concessionnaire qui prend l'argent et il paye son donneur d'ordre. Madame, c'est comme si que mes employés récupèrent l'argent chez le client pour me payer moi. Non, la direction générale récupère ses sous et je paye mes sous-traitants. Jusqu'à preuve du contraire, le donneur d'ordre, il s'appelle SIAM et celui qui reçoit les ordres, il s'appelle SMAE. Et aujourd'hui, vous savez, dans cette DSP, c'est la SMAE. Et M. Moroliza, qui était le grand patron, avec M. Bernard L'Enfant, qui ont tout magouillé dans cette affaire. Et j'accepte la responsabilité de dire ce que je fais. Mais vous avez des preuves de ce que vous dites quand moi, je n'ai pas besoin d'avoir de preuves. Aujourd'hui, le PNF va sont... fournir des preuves à tout le monde. Ce n'est pas à moi de donner des preuves, je ne suis pas flic, moi. Moi, je donne les sentiers à parcourir, les chemins à ouvrir, les boulevards pour arriver aux corrupteurs. Aujourd'hui, on tire sur l'ambulance. Ceux qui ont fait des bêtises, qui payent le prix. S'ils ont été corrompus, il faut qu'ils payent le prix. Mais vous savez, il n'y a pas de corrompus sans corrupteurs. Les corrupteurs, on les connaît. Aujourd'hui, on est en train d'arrêter quelques petits chefs d'entreprise mahorais parce qu'ils ont tapé 10 000, 20 000, 30 000 euros. Mais là, on parle des gros millions. Là, hein. On parle d'un contrat de 15 ans qui a été reconduit sur 4 ans. À mon avis, la 4e génération, ils auront toujours de la SMAE si rien n'est fait.
Donc, moi, je sais que la DSP était rédigée dans le bureau de M. Bernard L'Enfant à La Réunion, qui était le président du groupe Vinci de la zone, avec M. Jean Signé. Alors, lui, il porte bien son nom. Donc, la DSP était rédigée là-bas. Qui c'est qui a eu le marché? C'est une filiale de Vinci. Le patron de Vinci, M. Moroliza, qui est soi-disant en retraite, mais qui a main mise sur tout, c'est lui qui gère tout. Mais il y a eu une consultation publique, M. Nariana. La DSP, elle n'a pas été attribuée. Non, mais dans les conditions que ça a été fait, ça ne pouvait pas intéresser personne. Et je peux comprendre. Alors là, loin de moi de penser à la corruption, parce que je connais très bien M. Saurin, qui est un homme extraordinaire, que j'ai travaillé avec en tant que membre du conseil de surveillance de l'aéroport, et lui, il était préfet. Loin de moi de penser du mal. M. Saurin, dans l'urgence, c'est l'un des préfets qui a pris le taureau par les cornes. Il a dit, maintenant, ça suffit, il faut qu'on règle le problème. Le temps imparti fait que les gens n'ont pas postulé. Et la SMAE a tout fait pour être présent sur toute la ligne. C'est comme ça qu'ils ont touché 8 500 000 pour une usine qui ne fonctionne pas et l'eau le plus cher d'Europe. Là, vous parlez de l'usine de dessalement de Petite Terre. Exactement, je parle de cette usine. La première usine, ils n'ont jamais pu la faire fonctionner correctement. Ils ont eu le marché de la deuxième usine. Et quand on regarde l'historique, Aegis a été retenu alors que le chantier était en cours. Vous retenez le bureau d'études alors que le chantier est en cours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est mafieux. Mafieux, c'est un terme un peu excessif, peut-être. Ben pour les gens qui refusent ces termes, mais qui m'attaquent. Ça va ouvrir la boîte de Pandore. Vous savez, j'ai déposé 4 plaintes au tribunal de Mayotte. Ils n'ont jamais été instruites. Curieusement, on les perd, on ne veut pas les regarder. De la même manière que j'ai un grand respect pour la justice française et que je reconnais qu'il y a des magistrats qui sont très intègres, très indépendants, il y a aussi des corrompus. Et si vous me demandez, je cite des noms. Non, 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 je ne vais pas vous demander de citer des noms de magistrats corrompus. Non, 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 gardez-les pour vous, gardez-les pour vous. Non, je voudrais qu'on revienne sur la problématique de l'eau, parce que effectivement, vous parliez des conditions de gestion de cette DSP, vous avanciez un certain nombre de choses qui relèvent de vos convictions. Pour certaines, vous avez des preuves, puisque vous avez beaucoup de papiers sur votre bureau. Je suppose que vous savez ce que vous dites. De l'autre côté, vous avez des collectifs, vous avez aussi des syndicalistes qui demandent à la SMAE et au SMEAM d'indemniser les usagers du service public de l'eau potable de Mayotte, c'est-à-dire en gros pas d'eau du robinet, pas de facture. Vous en pensez quoi? Alors moi je pense tout simplement qu'il s'agit là d'un problème de capacité de poursuivre la mission. Les associations, comme tout le monde le sait, vivent de briques et de broc. Un avocat, pour lui dire bonjour, il faut déjà donner 2 000 €. Pour qu'il aille déposer des conclusions, il faut encore 2 000 €. Si tant est qu'on aille en première instance parce que c'est recevable, il faut donner encore 2 000 €. Et si on part en appel, il faut donner 5 000 €. Je peux comprendre que les associations, ils ont beaucoup d'idées, ils ont beaucoup d'envie, mais ils ne peuvent pas y aller. Et je lance ici un appel à ces associations. Moi, personnellement, sur mes deniers, je propose de payer les avocats et on part au feu demain. Je suis en posture de partir, j'ai beaucoup d'éléments, je demande que les associations prennent contact auprès de mes services, auprès de moi-même. Je suis disposé à payer sur mes deniers personnels pour qu'on attaque cette DSP, quand on attaque sur la problématique du cahier des charges, qui n'a jamais été respecté, qui ne sera jamais respecté. Et de ce fait, on va aider non seulement la population, mais on va aider aussi le PNF, on va aider aussi les enquêteurs à trouver la vérité dans ce dossier. Je sais que les associations en souffrent. J'ai une grande reconnaissance pour M. Balahachi, le patron du syndicat de la CFDT, alors que vous savez, les syndicats par excellence, ce n'est pas forcément mes amis, mais j'ai un grand respect pour ce qu'il a dit. Il a demandé une révolution citoyenne d'arrêter de payer les factures. Eh bien, mais bien sûr qu'il a raison. Les associations ont raison. Quand on paye, quand vous allez acheter du pain, madame, on ne peut pas vous donner les déchets qu'on a nettoyé le magasin. Vous venez pour acheter du pain. Quand on vient pour acheter de l'eau, on veut de l'eau de qualité. On ne respecte pas ça. Du coup, on va acheter des bouteilles, on n'est pas payé. J'ai ici un jugement qui a été rendu par un tribunal de Mayotte au nom d'un certain monsieur Maxime Jean-Pascal Leclerc, où la CIS, un concessionnaire comme la SMAE, a été condamné pas loin de 15 000 € pour rembourser des bouteilles d'eau, obligation de livrer 20 bouteilles d'eau par jour à la famille, avec tous les frais de justice qui ont été pris. Donc on a la jurisprudence, on a le jugement en main,
Et moi, je dis, j'ai pas qualité à agir forcément. Donc, c'est pour cela que je me joins volontiers aux associations. Je leur dis, je suis prêt sur mes deniers une fois encore. Ce n'est pas les entreprises parce qu'on en a but de bien social. Je connais un petit peu, c'est tellement facile après de dire ça. Mais c'est M. Narayanan qui fera le chèque et je vais payer sur mes salaires, sur mes revenus. Je suis prêt à prendre les avocats qu'il faut, des bons avocats. On reprendra les mêmes avocats qui ont gagné cette bataille parce qu'ils ont déjà une connaissance des DSP. On pourra comparaître les DSP de la Réunion par rapport à ceux de Mayotte, mais il faut aller au feu. Donc voilà un peu la situation de cette DSP qui est une catastrophe pour Mayotte. Et pourquoi vous vous engagez autour de cette DSP? Parce que la question de l'eau, ce n'est pas tellement votre sujet. Pourquoi vous avez envie de faire avancer ce dossier, M. Narayanan? Madame, je n'ai pas arrêté de dire que je me sens maoré dans l'âme. Ça fait 40 ans que je suis à Mayotte. 40 ans. Je suis arrivé la première fois en 1981. Et je suis venu courser quelqu'un qui nous devait de l'argent. C'est comme ça que je suis venu à Mayotte. Après, j'ai sympathisé avec les Mahorais. J'ai rencontré des Mahorais à La Réunion. Je suis venu à Mayotte et je me suis implanté en 1996 sous la poussée de Vinci. C'est Vinci qui m'a emmené ici. Comme les grands groupes, ils aiment bien faire travailler les gens sous forme d'esclavage et décider du paiement, décider de la facture, décider de ceci, ils ont voulu me mettre à l'index en me disant votre prix n'est pas bon, votre mode de règlement, on va décider. On avait, nous, un protocole qui n'a pas été respecté, ce protocole a été cassé, on a pris notre indépendance et on est parti au feu. Ça fait 12 ans que je suis en procès avec Vinci et que Vinci continue à sévir sur Mayotte avec la complicité d'un réseau pourri, mafieux, mais c'est très grave ce qui se passe à Mayotte et je souhaite, connaissant les compétences du PNF, qu'ils arrivent à trouver vraiment les brigands dans cette affaire de DSP de Mayotte. Le PNF n'enquête pas sur Vinci, hein. Le PNF enquête sur les marchés publics du SMEAM sur la période 2014-2020. On est bien d'accord, M. Narayanan. Je ne suis pas d'accord. Inévitablement, il y a un passage obligé, c'est le contrôle de la DSP et toutes les règles de cette DSP qui ne sont pas respectées. Ça fait partie de la mission. Alors, toujours sur la thématique de l'eau, on parle aussi de casse sur les réseaux, on parle aussi de retenues collinaires qui ne sont pas mises en œuvre et les projets qui n'avancent pas. Pourquoi, selon vous, sur ces dossiers-là, rien n'avance alors que ça fait plus de 20 ans qu'on parle de cette retenue collinaire? C'est quoi le problème là? C'est pas Vinci? C'est Vinci, parce que toute la partie de casse d'eau, des tuyaux clairvoie, c'est-à-dire qui est à ciel ouvert, où les gens volent de l'eau, pompent de l'eau dessus par la misère, etc., tous les dégâts collatéraux, style rivière polluée avec du savon, où on tue la faune et la flore, avec les bonnes femmes qui lavent les vêtements dedans avec des produits qui tuent toutes les espèces, je pense qu'ils portent cette responsabilité. Le réseau n'a jamais été entretenu. Et ça fait partie de la DSP. Franchement, cette DSP, c'est à croire, c'est un cadeau du ciel pour eux, ils prennent ce qu'ils ont envie dedans. Non, c'est une obligation de résultat. Ils doivent entretenir le réseau. Dans l'assainissement, c'est pareil. Ils doivent entretenir tous les bassins, ils doivent entretenir tous les enlèvements, ils doivent traiter les boues, ils doivent faire un grand nombre de choses. Tout ça n'est pas fait, tout ça n'est pas respecté. C'est pour ça que je dis, inévitablement, la SMAE est mouillée dans tout ça. Mais c'est pas à moi de le faire, c'est pas mon travail. Moi, je suis un casseur de cailloux. Je le fais en tant que citoyen. Là, c'est le citoyen qui parle, c'est même plus le chef d'entreprise. Je dis la misère est trop forte à Mayotte. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, une famille vit, mais en dessous du seuil de pauvreté, et ça représente la majorité du pays. 77%. Hein, en comptant les clandestins, c'est encore plus grave. Cette situation ne peut pas durer. Aujourd'hui, les gens pompent de l'électricité, ils branchent des câbles n'importe comment. Ils piquent de l'eau. On tue les gens dans les villages parce qu'il a volé l'eau d'un tel, un tel. Madame, nous sommes en France. C'est un département français. Ça devient inacceptable. Mais comme personne n'a le courage de le dire, j'ai pris mon courage à deux mains. D'ailleurs, je n'ai pas beaucoup d'efforts pour le faire quand on me demande. Et c'est pour ça que je suis là, pour vous dire la vérité, seulement la vérité. La retenue collinaire, elle n'avance pas. Pourquoi, selon vous? Alors, la retenue collinaire, c'est une espèce d'embrouille pour noyer le poisson. Et dès que la période de sécheresse est terminée, on oublie, on range le dossier. On le ressort à la prochaine sécheresse pour dire que la famille n'est pas vendeur du terrain. Madame, il existe des DUP pour ça, des déclarations d'utilité publique. On n'a pas besoin de l'avis de la famille. Si le terrain, il doit être là, ça c'est comme les antennes. Quand vous mettez une antenne, il faut que l'antenne soit là. Ben, il faut que l'antenne soit là. S'il y a 10 mètres, il ne fonctionne pas. Quand on a besoin d'une retenue collinaire, il faut lancer une DUP. Mais jusqu'à preuve du contraire, M. Narayanan n'a pas pouvoir lancer une DUP.
C'est les collectivités, c'est l'État, c'est ces services-là qui doivent lancer la DUP. Pourquoi on ne réalise pas la retenue collinaire? Tout simplement parce qu'il n'y a pas une volonté réelle de le faire. Nous avons du pognon. Colombet passait son temps à dire qu'il avait 1,2 milliard, mais s'il a 1,2 milliard, qu'il mette 200 millions dans l'eau, bon Dieu, qu'on règle le problème de l'eau, qu'on fasse une DUP et une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas une famille de bloquer ce problème de retenue collinaire, mais ça c'est vraiment tirer sur l'ambulance en disant « Ouais mais la famille ne veut pas, la famille n'est pas contente, on n'arrive pas à préempter le terrain, on n'arrive pas à faire retenue collinaire. » Madame, ça fait 20 ans qu'on en parle. On est toujours dans la même rubrique. Oui. Et je dis que ces gens qui sont appelés à nous gouverner, en tout cas, je les paye pour ça, c'est moi qui les paye. C'est vous qui les payez. C'est vous qui les payez. C'est le contribuable qui paye. Eh bien, le contribuable, il en a marre. Il dit avec notre pognon, faites du positif. Arrêtez de vous comporter sous les cocotiers, les pieds en éventail. Commencez à travailler, donnez satisfaction à cette population avant que ça se transforme en poudrière. Voilà ce que je dis. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Guito Nariana. C'est moi qui vous remercie. Et merci pour votre franc-parler. C'est tout pour ce temps de parole du jour.